Bonjour chers téléspectateurs de notre programme ici London. Nous sommes aujourd'hui à l'Union européenne où vous savez plusieurs sujets ayant trait au développement de l'Afrique et d'autres coins du monde sont traités ici. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous avons pris rendez-vous avec l'eurodéputée italienne d'origine congolaise, Madame Cécile Kashetu-Kyenge. Elle a abordé avec nous les sujets ayant trait à la jeunesse africaine, à l'immigration et aussi les sujets en rapport avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que je vous invite à suivre cette interview. Bonjour Madame Cécile Kyenge. Bonjour, bonjour à tous. Pensez-vous que la montée du racisme actuel en Italie fait peur ou ça monte encore les climats inquiétants du racisme? Oui, il faut dire qu'actuellement, le racisme est en train d'augmenter en Italie. Et il faut dire aussi qu'il y a une peur qui fonde le racisme et qui essaie de légitimer aussi le racisme. C'est très important puisque même les personnes qui ont été visées par la dernière représaille et dont je rappelle qu'il y a eu un attentat, on a tiré sur les Noirs à Macerata dans une ville d'Italie, c'est-à-dire un jeune Italien qui est sorti à tirer sur les Noirs pour faire le plus de morts possible. Même ces Noirs qui sont victimes vivent dans la peur. Pas seulement ces Noirs-là, mais toute la population noire. On a marché à Macerata, mais il faut aussi dire, et malheureusement, si on ne prend pas de position, il n'y a pas seulement les Noirs, les Africains, les Afro-descendants qui ont peur, mais c'est toute la communauté italienne. Donc, il faut nécessairement qu'on puisse agir d'urgence, puisque cette peur est légitime, en quelque sorte, le racisme. Vous avez écrit dernièrement sur le magazine de l'Union européenne, vous avez rappelé l'Europe à combattre l'afrophobie. Comment expliquez-vous cela ? Oui, et j'ai parlé du fait qu'aujourd'hui, on doit premièrement reconnaître l'afrophobie. C'est le racisme anti-noir et c'est le racisme contre les afro-descendants et c'est le racisme qu'est en train de subir une population qui de plus en plus devient nombreuse donc, et on la voit à travers la diversité sur le territoire européen. Donc l'afrophobie, on doit d'abord la définir à l'intérieur de la lutte contre le racisme. Or, aujourd'hui, quand on parle du racisme et surtout quand on parle de l'afrophobie, on essaie un peu de minimiser certains actes. On essaie de les faire passer pour des propos politiques, et ce qui n'est pas le cas, puisque ce sont des réalités, ce sont des faits que nous sommes en train de décrire. Le racisme, c'est un crime, donc il faut reconnaître. Il y a des lois qui existent, mais les lois ne sont pas appliquées. Il y a des tribunaux, des parquets qui ne connaissent pas les parcours sur la lutte contre le racisme, mais spécifiquement sur l'afrophobie. Donc, il faut une certaine éducation. Il faut une campagne de sensibilisation aussi pour faire connaître aux afrodescendants, aux victimes même, qu'il y a des lois en place. Donc, si l'Europe ne considère pas cette question de la lutte contre l'afrophobie, de la lutte contre le racisme comme une question prioritaire aussi dans toute la politique d'intégration, dans toute la politique, disons, qui est transversale à chaque secteur, je crois qu'on risque de se retrouver avec des propositions là où le racisme est au fait une tentative de nier les droits de certaines personnes, en particulier des afrodescendants, dans chaque secteur. Vous faites allusion à l'afrophobie. L'année dernière, on a assisté à des cas quand même horribles, les traitements inhumains des Africains de l'Afrique subsaharienne en Afrique du Nord. Pensez-vous comment faire pour mettre un terme? Que fait l'Union européenne pour mettre un terme à l'esclavage des Noirs en Libye? Je crois que la première chose qu'il faut dire, avant même de pouvoir parler de la lutte contre l'esclavage, qui est un fait, qui est l'urgence sur lequel on doit intervenir, je crois qu'il faut rappeler la situation dans laquelle se trouve la Libye. Aujourd'hui, on n'a pas d'interlocuteur crédible en Libye, c'est parce qu'il n'y a pas un État et on doit rétablir une situation de stabilité politique avec un État qui doit être un État de droit, un État national, là où les droits sont respectés. Mais je ne parle pas seulement des droits
des droits des personnes qui sont en transit, des droits des migrants, mais c'est les droits aussi des Libyens même qui sont sur place. Donc si on n'a pas un État national reconnu du point de vue international, un gouvernement local, des interlocuteurs crédibles, ça sera un peu difficile de pouvoir parler aussi de la lutte contre le trafic d'êtres humains, la lutte contre, disons, la lutte contre toutes sortes de traite, puisque on ne sait pas dans quel climat nous sommes en train d'agir. C'est pourquoi je dis, la première chose qu'il faut faire, c'est de rétablir un climat de tranquillité, un climat de stabilité politique avec un gouvernement et des interlocuteurs crédibles. Avec eux, faire des accords qui doivent être des accords pour protéger les droits des personnes et en transit et des Libyens aussi. Et tout ça, ça doit entrer dans une politique, renforcer une politique étrangère au niveau de la communauté européenne, au niveau de la communauté internationale, sensibiliser les Nations Unies qui sont déjà sur place avec d'autres organisations qui sont sur place pour protéger les victimes, mais on doit renforcer les partenariats et avoir, si pas possible, un pacte contre l'esclavage, puisque c'est impossible et c'est inacceptable qu'aujourd'hui, on puisse commencer à parler de la vente aux enchères des êtres humains. Donc, je veux dire que les Africains, ce ne sont pas des bêtes de somme, mais ce sont des êtres humains qui doivent être respectés disons, dans leur dignité. Il faut rétablir cet état de droit, mais surtout respecter aussi la dignité de certaines personnes. Parlant de l'aspect renforcer les partenariats avec des interlocuteurs crédibles des gouvernements, l'année dernière s'est tenu à Abidjan, au mois de novembre, sommet Union européenne et Afrique. Et il y avait un terme particulier qui revenait, il parlait sur la jeunesse, la jeunesse africaine. Et quand on voit ceux qui se déplacent pour immigrer en Europe, ceux qui sont victimes même de l'esclavage en Libye, ce sont en majorité de jeunes. Pensez-vous que ce n'est qu'une rhétorique de l'Union européenne quand on parle à chaque fois de la jeunesse africaine, de l'Afrique qui s'accroît? Non, moi je trouve que c'était, vous savez, c'est le 5e sommet. On parle du 5e sommet d'Abidjan et du partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. Mais c'est le plus important, puisque nous sommes en train de changer d'approche et de paradigme. Et par ça, je veux dire, on sort de la rhétorique du fait qu'il faut simplement aider, du fait qu'il faut simplement intervenir, mais du fait que l'Union africaine est considérée un partenaire à part entière. Mais c'est dans une logique win-win. Et donc, avec cette logique win-win, c'est-à-dire, c'est plus à sens unique, mais les Africains aussi doivent commencer en quelque sorte à prendre leur part de responsabilité. Pas seulement recevoir, mais aussi intervenir, proposer. Et ce partenariat, ce sommet d'Abidjan était très important, avec l'accent sur la jeunesse. Vous m'avez parlé de la jeunesse. Eh bien, justement, ce n'est pas une rhétorique là où on a parlé de la jeunesse, mais c'est parce que plus de la moitié de la population en Afrique est constituée des jeunes. Donc, il y a un agenda qui a été mis en place entre l'Union européenne et l'Union africaine, des déclarations finales très importantes qui concernent la jeunesse. Et je crois que notre rôle en ce moment-ci, c'est de regarder positivement ce qui est sorti d'Abidjan. Dans les mois prochains, les plans d'action qui ont été proposés seront mis en place. Ça a été proposé par la commission technique qui est mixte entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et donc, on va voir ce qui va donner. Mais je peux dire que ce n'est pas une rhétorique, c'est un départ très important, là où la jeunesse est mise en premier pas et des thèmes très importants qui sont mis dans l'agenda pour permettre justement de pouvoir investir sur le développement. Et à travers le développement, il faut commencer à créer des postes de travail, commencer à valoriser les ressources sur le continent, mais en commençant par le capital humain. Donc il y a le capital humain et puis il y a les ressources naturelles. Mais je crois que c'est très important de pouvoir suivre attentivement, d'accompagner. En tant que député européen, notre rôle, c'est aussi de vigiler. Et je crois qu'on se retrouvera aussi peut-être ici dans quelques mois pour commencer à parler du suivi de ce que va donner justement les déclarations qui sont sorties d'Abidjan.
Et dans ces sommets, il y a eu aussi l'aspect sécuritaire. On voit des pays du Sahel qui affectés par les terrorismes. Il y a les conflits ethniques au sud du Soudan. Pensez-vous que l'Union européenne peut aider à résorber ces crises? On voit que la France qui est engagée notamment à combattre l'AQMI au Mali et dans les Sahel. Mais que font d'autres pays au sein de l'Union européenne pour résorber les foyers de tensions en Afrique et d'autres crises en général? Oui, je crois que l'Union africaine est capable, puisqu'elle a ses institutions, elle est capable d'affronter cette crise sans l'Union européenne, puisque je vois que l'Union africaine de plus en plus prend conscience aussi de ce qui sont les enjeux et les défis, mais surtout de comment gérer une crise à l'intérieur du continent africain. D'ailleurs, quand on parle de la crise sur la sécurité à l'intérieur du continent africain, et dans ce cas-ci au niveau du Sahel, il faut bien nommer le G5 Sahel. C'est une structure qui part des pays africains. Et l'Union européenne, comme tous les États membres, sont là, ils sont en train de soutenir cette initiative, d'ailleurs qui a été soutenue aussi après le sommet d'Abidjan, puisque c'est contenu dans les déclarations qui sont sorties du sommet d'Abidjan. Je rappelle que le sommet d'Abidjan avait mis l'accent sur 3 points en particulier. Le premier, c'était l'évacuation de la Libye. Le deuxième, c'est le fait de renforcer la sécurité au niveau du Sahel. Mais ça, c'est surtout d'accompagner le G5 Sahel. Le troisième point, c'était du fait que l'Union africaine doit avoir une commission qui doit d'un côté parler de la sensibilisation sur le thème des migrants, des jeunes qui fuient leur continent pour aller ailleurs. D'un autre côté, c'est aussi la partie culturelle. Donc je crois que l'Union africaine peut faire face seule, même sans l'Union européenne, mais c'est à l'Union africaine de pouvoir sensibiliser tous les États du continent africain, de prendre conscience, de mettre les ressources dans tout ça. C'est une chose fondamentale et nous sommes là pour les accompagner. En fait, parlons de la République démocratique du Congo, qui est votre pays d'origine. On a vu les rapports de force ces derniers temps par les évêques de la CENCO. Et vous avez pris une part active l'année dernière et l'année d'avant pour inviter les dirigeants congolais à pouvoir renforcer la démocratie, éviter à tout prix la violence. Pensez-vous que cette fois-ci, les rapports des forces des évêques pourraient amener les chefs de l'État, Joseph Kabila, à pouvoir respecter les accords? Oui, merci pour cette question, puisque ce qui se passe en République démocratique du Congo est toujours à l'ordre du jour. Et c'est urgent, puisqu'on en parle ici au Parlement, à l'intérieur de la Commission, c'est-à-dire européenne, dans la communauté internationale. Les évêques représentent le dernier rempart de la libération du Congo. C'est pourquoi moi je crois qu'aujourd'hui, les évêques sont en train de travailler. Les évêques représentent le Congo, c'est-à-dire ils sont en train de parler au nom du peuple congolais qui est dans l'impossibilité de pouvoir s'exprimer ouvertement. On doit soutenir la lutte que ces évêques sont en train de faire. On doit soutenir leurs efforts et autrement tout espoir est perdu. Et je crois qu'on doit être là et à les encourager aussi et à faire de façon que la question du Congo ne puisse pas rester seulement dans les mains des Congolais et des évêques, mais aussi dans les mains de la communauté internationale. Donc, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup fait sur le Congo, mais je crois qu'en ce moment-ci, la crise politique qui a engendré aussi une crise sécuritaire, mais aussi une très grave crise humanitaire, a besoin d'être résolue, en commençant par les propositions qui viennent directement du pays, des propositions qui viennent directement du peuple congolais, et je crois que les évêques sont là, on doit les soutenir, les encourager. Merci Madame Cécile. Vous avez un dernier mot? Oui, et c'est surtout pour le fait qu'après le sommet d'Abidjan, ce que j'aimerais dire, c'est pas seulement au peuple congolais, mais j'aimerais le dire à toute l'Afrique. Aujourd'hui, il est grand temps que le peuple africain puisse se prendre en charge, puisse commencer à intervenir et surtout que je puisse voir un peuple africain uni et investir encore plus, toujours plus, sur le développement du continent.
Merci Madame Cécile Kenge d'avoir accepté l'invitation de ICI London. Merci à vous, merci à tous. Merci. Je rappelle, nous étions ici au Parlement européen, ici London. Pour continuer à suivre nos programmes, nous sommes sur YouTube, ici London, et vous aurez d'autres interviews dans quelques jours. Merci, au revoir.